Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Alors, on va parler maintenant avec Manon qui est avec nous. Écoutez l'épisode précédent si vous voulez en savoir plus sur les box, devenir grande frère ou devenir grande sœur. Et aujourd'hui, on va parler du loto du consentement. Pareil, je vais te proposer cette question qu'on avait évoquée la dernière fois. Comment vous en êtes venu à aborder ce thème qui est très sensible, on le revoit venir dans l'actualité. Comment c'est venu l'idée de ce jeu? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors tout simplement, l'idée de ce jeu, elle est venue encore une fois du fait qu'on est maman. On évolue, nous, tous les jours en tant que maman avec nos enfants qui grandissent. Et notre société, en fait, elle est un petit peu le reflet de nos personnalités. Donc, elle évolue avec nous aussi. Et c'est tout simplement quand nos enfants aînés sont rentrés à l'école, il y a eu cette question qui s'est posée des violences sexuelles. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, c'est beaucoup plus médiatisé. On en entend beaucoup plus parler. Et tout simplement, on avait cette crainte que nos enfants puissent un jour être victimes. Et encore une fois, on ne trouvait pas d'outils simples pour leur en parler parce qu'on sait que les enfants, ils apprennent par le jeu. Ils apprennent par le jeu ou par les histoires. Alors effectivement, il y a des livres, mais on voulait quelque chose de plus poussé. Et on n'a pas trouvé de type de jeu comme ça qui s'adapte aux tout petits enfants. Et on s'est dit, mais mince, c'est bien dommage que ça n'existe pas. Et on a eu un petit peu la même démarche de se dire, voilà, c'est un outil qu'on voudrait utiliser avec nos enfants. On ne doit certainement pas être les seuls. Donc, on va essayer de créer ce type de jeu qui était du coup toute une nouvelle aventure puisque c'est un produit qui n'a rien à voir avec les box. Mais en tout cas, c'était un projet qui était pour nous indispensable à l'heure d'aujourd'hui. C'est indispensable, c'est essentiel. En plus, il y a un débat sur est-ce que c'est à la famille d'expliquer ou est-ce que c'est à l'école, à l'institution, entre guillemets. Et je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais j'ai évidemment un avis d'ancienne maîtresse dessus. Est-ce que pour ceux qui n'ont jamais vu ce loto, tu peux le présenter? Comment il est constitué? Quels sont les thèmes abordés, s'il te plaît? Oui, alors c'est un jeu de loto très classique. On a 5 planches qu'il faut remplir avec des petites images et le premier à avoir rempli sa planche a gagné. Donc jeu de loto très simple. Et dedans, on va aborder en fait les thèmes autour du consentement et du respect de son corps. On a une planche qui aborde le thème du bisou, on va parler du câlin, on va parler des parties intimes, du réseau de sécurité, c'est-à-dire toutes les personnes qui entourent l'enfant et qui sont là pour lui, pour qu'il se sente en confiance. Et enfin, on a une dernière planche qui est concrètement qu'est-ce que je dois faire si quelqu'un touche mes parties intimes. L'idée de ce jeu, c'est de faire de la prévention de façon ludique sans inquiéter l'enfant, surtout. Est-ce que tu as des parents qui sont réticents à l'idée d'acheter un jeu sur ce thème parce que ce thème eux-mêmes les stresse et leur fait peur? En fait, on a 3 types de parents. On va dire les parents qui sont déjà dans cette démarche de parler de consentement et de respect du corps avec leurs enfants et qui prennent ce support parce que c'est un support hyper intéressant où encore une fois, on n'a pas à réfléchir à qu'est-ce que je vais dire, comment je dois le dire. J'ai un support avec des phrases adaptées à l'âge de l'enfant, validées par une psychologue. Je sais que je dis pas n'importe quoi, surtout sur un sujet aussi sensible. Ensuite, on a les parents qui sont réticents parce qu'ils n'ont pas eu ce type d'éducation aussi. Et on n'est quand même pas une génération où on nous parlait de consentement et de respect du corps. Donc, il y a des parents qui sont réticents, mais qui justement veulent en parler à leurs enfants et qui, du coup, pour eux, finalement, cet outil, c'est vraiment un support intéressant parce que comme ils savent pas comment aborder ce sujet, ils vont l'aborder avec le jeu de façon plus simple et plus facile, même pour eux en tant que parents. Et ensuite, il y a la troisième catégorie de parents qui est un peu réticente
à l'idée tout simplement de parler de consentement et de respect du corps avec les enfants parce qu'ils ont l'impression que les enfants sont trop jeunes ou que ça ne les concerne pas. C'est des parents qui se disent mais ça n'arrivera pas chez moi, ça n'arrivera pas à mon enfant. Et malheureusement, ça arrive à tout le monde. Les violences sexuelles sur les enfants touchent tous les milieux sociaux, sans exception. J'ai suivi plusieurs sommets sur la parentalité et notamment Margot Fried-Filiosa en parle beaucoup, de l'éducation à l'intimité, de l'éducation au plaisir du corps. Donc c'est des thèmes qui, pensons-nous, ne concernent que les préadolescents, mais plus on l'installe tôt et plus c'est facile pour l'enfant de comprendre ce qui est de l'ordre du privé, de l'intime comme tu dis, ou ce qui est de l'ordre du naturel, du normal. Comment vous avez défini cette ligne du normal ou pas normal? Alors, juste pour revenir sur quelque chose qui est très important, c'est que effectivement, comme on dit, souvent on va commencer à parler du corps, de la vie intime à des enfants qui sont plus grands. Et c'est souvent un peu ce qui fait peur aux parents, c'est qu'ils ont l'impression qu'à des tout petits enfants, on va leur apprendre des choses qui ne sont pas de leur âge. C'est très important de rappeler qu'à un enfant de 3 ans et moins, on lui parle uniquement de son corps, de quel élément est composé son corps et de ce qui est privé ou intime, de ce qu'on a droit de faire ou de ne pas faire. Mais à aucun moment, on ne parle de sexualité avec un jeune enfant. Et ça, c'est important de le rappeler à tous les parents, puisque c'est pas du tout le but de ce jeu, c'est vraiment de protéger son enfant. Et c'est plus tard qu'on aborde ces notions-là, bien évidemment. Dans le jeu, tout simplement, en fait, pour pouvoir poser des limites, par exemple, si je prends des exemples concrets sur la planche du bisou, il y a 8 illustrations dessus avec des petits textes. Et en fait, chaque texte est une notion importante. On va avoir, par exemple, si toi, tu veux faire un bisou à quelqu'un, il faut qu'il soit d'accord. Puisqu'on va apprendre à son enfant à protéger son corps, mais aussi à protéger le corps des autres, mettre des limites entre son corps et celui des autres. Donc, on va t'apprendre ce qu'on ne peut pas faire avec ton corps, mais ce que tu ne peux pas faire avec celui des autres aussi. Donc, si tu veux en faire un à quelqu'un, il faut qu'il soit d'accord. Si on veut t'en faire un à toi aussi, il faut que tu sois d'accord. On ne peut pas t'obliger. Les enfants entre eux se font des bisous sur la joue. Les adultes et les enfants se font des bisous sur la joue. Les adultes entre eux peuvent se faire des bisous sur la bouche s'ils sont d'accord. Ça va être des petites phrases comme ça affirmatives, très simples, puisqu'encore une fois, c'est un jeu adapté dès l'âge de 3 ans, pour que l'enfant comprenne simplement qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui ne peut pas être fait. Et l'idée, c'est que vraiment, grâce à ça, si un jour, malheureusement, il est victime de violences sexuelles, en fait, il puisse reconnaître que la situation qu'il vit n'est pas normale. Donc tu annonces qu'on peut commencer à en parler vers 3 ans. Est-ce que tu as l'impression que ça peut susciter une discussion plus facilement au sein de la famille, avec les parents directement, voire les grands-parents, les oncles et tantes? Est-ce que c'est une intention que ce soit un sujet qui soit abordé autour du jeu? Oui, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir en parler au sein de la famille. Alors, nous, on a développé un jeu à partir de 3 ans. Le mieux, c'est d'en parler aux enfants dès qu'ils sont tout petits. Finalement, on va te laver, je vais te laver les parties intimes, je vais te laver ton pénis, c'est normal, c'est pour le laver, mais tu sais, si c'est pas pour le laver, j'ai pas le droit de te le toucher. Voilà, ça peut être fait au quotidien, en fait, dans plein de situations. Le jeu, c'est un support en plus parce que, comme je disais, on sait que les enfants retiennent beaucoup par le jeu. Et des fois, juste de le dire au quotidien, ça suffit pas. Donc, le fait d'avoir un jeu qui ancre ça, pour les enfants, c'est plus simple. Après, oui, effectivement, c'est bien d'en faire un sujet familial où on en parle avec tout le monde pour, en fait, mettre le moins de tabous. Si on en parle aux enfants dès qu'ils sont tout petits, en fait, ça va créer un climat de confiance. Il n'y aura pas de tabou dans la famille. Et ça permet que plus tard aussi, l'enfant, en grandissant, il soit plus à l'aise avec ces sujets-là. Et je pense qu'on a tous envie, en tant que parents, que si nos préados, nos ados vivent des situations difficiles en lien avec leur corps, le consentement, on a envie qu'ils viennent nous en parler. Donc, de pouvoir faire en sorte que ce sujet ne soit pas tabou dès qu'ils sont petits, ça permet finalement d'installer un climat de confiance aussi entre les parents et les enfants sur toutes ces questions après de sexualité plus tard et de pouvoir avoir un dialogue honnête, sans gêne avec ses enfants aussi. Donc vous permettez de créer le dialogue, d'ouvrir le sujet, d'éviter le tabou. J'aime beaucoup aussi l'idée que vous installez sur une des planches du réseau de confiance. Pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, est-ce que tu peux préciser en quoi c'est important ?
Le réseau de confiance, c'est toutes les personnes que l'enfant considère comme des adultes de confiance. C'est-à-dire les personnes qui, pour lui, il peut aller voir dès qu'il a un problème quelconque. Là, on n'est pas forcément sur un problème en lien avec les violences sexuelles. C'est les personnes qui, je sais, qui sont là pour m'écouter. Si j'ai un problème, je peux aller les voir sans aucune peur, sans aucune crainte. Et c'est important pour l'enfant d'identifier et pour les parents d'identifier avec lui ces personnes-là et lui dire voilà, qui est-ce que toi tu mettrais dans ton réseau de sécurité? Alors souvent c'est les parents, les grands-parents, la maîtresse ou le maître d'école, mais c'est bien d'avoir avec l'enfant une petite liste de personnes où on lui dit écoute, si un jour tu as un problème, tu as une difficulté, va t'adresser à une de ces personnes-là. Et si cette personne-là elle t'écoute pas, ou si tu as un problème avec cette personne-là, va voir une autre personne de ton réseau de sécurité. C'est important pour l'enfant qu'il comprenne qu'il y a des personnes autour de lui qui sont là pour l'aider en toutes circonstances. Oui, des adultes de confiance, des adultes relais qui ont des savoirs et avec lesquels on est à l'aise. Tu en parles aussi d'idée que si on sent que la conversation est difficile, qu'on n'est pas sûr de la réponse, peut-être qu'on peut se tourner vers une autre personne. Tout à fait. C'est important et c'est d'ailleurs dans une de nos cartes. Ce qui est difficile aussi avec les violences sexuelles, on n'en a pas parlé dès le début, ce sont les chiffres. En fait, c'est que 80% malheureusement des violences sexuelles, elles ont lieu dans la famille elle-même. Voilà, 80% des enfants sont victimes par un membre de leur famille. Donc c'est important de rappeler aux enfants que ces personnes de confiance, souvent ce sont des personnes de la famille, il faut qu'il y en ait plusieurs. Voilà, pour qu'on puisse dire à l'enfant, si un jour tu as des soucis avec cette personne-là, elle fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire, même si elle est de ta famille, il faut que tu ailles en parler à quelqu'un d'autre. C'est important en fait de bien installer cette notion de personne de confiance avec l'enfant et de lui expliquer que c'est pas parce qu'elle fait partie de ton réseau de sécurité qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut aussi. Il faut essayer d'expliquer de façon saine, sans inquiéter l'enfant. Toujours, encore une fois, c'est pas l'idée de mettre des craintes dans la tête de l'enfant, mais en fait, c'est de pouvoir lui donner des clés. Tout simplement, ce jeu, c'est de pouvoir lui donner des clés pour que si un jour il vit une situation pas normale, il puisse se rendre compte que c'est pas normal. Puisqu'un enfant à qui on n'aura jamais expliqué qu'on n'a pas le droit de toucher ses parties intimes, si un jour quelqu'un touche ses parties intimes, comment il va savoir que c'est pas normal? En fait, vu qu'on lui a jamais dit, il ne le saura pas. Donc l'idée, voilà, c'est tout simplement de donner les bonnes informations de façon simple aux enfants pour qu'ils puissent se protéger derrière et parler si un jour il leur arrive quelque chose. Merci pour toutes ces précisions. Sur le côté, c'est pas de leur âge, sur le côté, nous, on s'en est très bien sortis. La différence de friction entre les générations sur ce sujet-là, il y a eu, tu l'as peut-être rencontré aussi, les ABC de l'égalité qui avaient fait un grand tollé quand ils avaient commencé à vouloir mettre de l'éducation sexuelle à l'école et encore, c'était CM2 collège. Comment est-ce que vous répondez à ceux qui disent on ne devrait pas le faire aussitôt? Alors, on répond par les chiffres, tout simplement. C'est malheureux, mais voilà. 3 enfants par classe sont victimes de violences sexuelles. C'est énorme, ça fait 160 000 enfants par an. Ça touche tous les milieux sociaux. Souvent, on croit que c'est dans les milieux un peu défavorisés, les milieux difficiles. C'est faux, ça touche tous les milieux sociaux. La tranche d'âge qui est principalement malheureusement victime, c'est 3-7 ans. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, 85% des enfants sont victimes dans leur propre famille. Donc souvent, moi, ce que je dis aux personnes qui n'ont pas envie que ces choses-là soient abordées à l'école, je leur dis, mais imaginez-vous l'enfant qui est victime à sa maison. Si c'est pas le rôle de l'école aussi finalement d'apporter ces notions-là de consentement et de respect du corps, cet enfant, malheureusement, il n'a aucune solution pour s'en sortir, puisqu'il est victime dans sa propre famille. Donc c'est pas dans sa propre famille qu'on va aller lui expliquer que on n'a pas le droit de toucher ton pénis, on n'a pas le droit de faire ça. En fait, je pense que toute cette question de l'éducation à l'école, elle est juste mal présentée. Je pense qu'il y a un gros problème de communication autour de ce qui doit vraiment être dit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va dire à vos enfants. Voilà, il y a un gros voile là-dessus où c'est pas clair, c'est pas défini. Il faudrait à un moment donné qu'il y ait une vraie communication pour dire voilà, les enfants à la maternelle, on leur apprend ça, en primaire, on leur apprend ça, au collège, on leur apprend ça. Et je pense que ça lèverait beaucoup d'inquiétude de la part des parents parce qu'encore une fois, l'idée en maternelle et en primaire, c'est juste de poser les limites entre son corps et celui des autres. Et c'est tellement, tellement important pour ces enfants-là qui sont victimes dans leur propre famille. Ça ne peut pas, à mon sens, ça ne peut pas être une éducation qui est faite uniquement à la maison. Ça doit être complémentaire entre la maison et l'école. Mais encore une fois, il y a beaucoup de travail là-dessus. Ça, l'éducation nationale, on pourrait faire des épisodes entiers là-dessus. Mais pour les mamans et les papas qui nous écoutent, du coup, de se rendre compte que
si ce n'est pas forcément pour leur enfant que c'est fait, parce que leur enfant a été sensibilisé à la maison, ça va servir aussi de prévention que l'ensemble du groupe d'âge, l'ensemble du groupe classe ait entendu les mêmes informations pour que ça devienne la référence et qu'on puisse même soutenir sa meilleure copine, soutenir sa cousine, soutenir quelqu'un d'autre. Peut-être que la prévention, ça passe aussi par mieux comprendre ce qui est légal, ce qui n'est pas légal, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, pour pouvoir aider ensuite quelqu'un plus tard, si besoin, malheureusement, comme tu dis. Exactement, exactement. Et c'est très important de le souligner parce que chaque enfant qui est éduqué au consentement et au respect du corps est un outil pour les autres enfants. Parce que les enfants échangent entre eux, les enfants discutent entre eux. Donc, ça peut être, par exemple, dans un jeu à la récré, « Ah, mais tu n'as pas le droit de toucher mes fesses », par exemple. Et l'enfant d'en face qui va répondre, « Ah bon, mais pourquoi ? Je ne savais pas ». Et en fait, chaque enfant qui est informé devient finalement un outil de protection pour les autres en discutant, en échangeant. Donc oui, c'est très important de dire que même si c'est toujours pour protéger son enfant, mais même en protégeant son enfant, si lui n'est pas victime, en fait, on protège les autres. Est-ce que vous avez eu des retours de parents qui étaient surpris par les nouvelles questions que le loto a fait émerger ? Est-ce qu'il y a eu des petits retours un peu croustillants, si tu as envie de nous en partager ? Ou malheureusement, je n'avais pas forcément prévu cette question, mais est-ce que le loto a révélé qu'il y avait eu des actes malveillants parmi les enfants qui y ont joué ? Aujourd'hui, la majorité des retours qu'on a, ce sont des retours des parents qui sont satisfaits et contents puisqu'ils ont pu aborder ce sujet de façon simple avec leurs enfants. Et en plus, c'est vrai que comme notre jeu est quand même assez ludique, on a mis beaucoup de couleurs, de jolis dessins, les enfants aiment y jouer. Après, on n'a pas eu encore à ce jour de parents qui reviennent vers nous en nous disant « Voilà, mon enfant m'a révélé des choses suite à ça », mais c'est vrai que ce jeu peut être un libérateur de parole pour l'enfant. Et d'ailleurs, on est en train de lancer une nouvelle production du jeu puisque notre stock a bien diminué. Et dans cette nouvelle version, dans la notice, on rajoute toute une partie pour expliquer ça aux parents en fait, pour expliquer que voilà, ce jeu peut être libérateur de la parole de votre enfant et qu'est-ce que vous devez faire si ça arrive, pour pas laisser le parent démuni aussi, dans le sens où là là, je jouais à ça, je pensais pas du tout que ça allait engendrer ça, mon enfant m'a révélé ça, qu'est-ce que je fais maintenant ? Donc voilà, on a rajouté toute une partie là-dessus où si votre enfant vous révèle qu'il a été victime de violence suite au jeu, en fait, voilà ce que vous devez faire étape par étape. Voilà comment accueillir la parole de votre enfant pour faire ça de la meilleure des façons possibles et toujours dans une idée de pouvoir accompagner globalement la famille aussi dans cette étape-là. Alors on aimerait tellement que ça n'arrive à personne qu'on connaît personnellement, mais l'actualité, les médias malheureusement nous annoncent des chiffres. Moi, j'avais entendu presque 1 sur 5 enfants sera en contact avec quelque chose qui ne soit pas normal, que ce soit attouchement ou agression, sans détailler ici. Est-ce qu'on peut poser que pendant des années, le corps de l'enfant était à disposition du parent, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau fais ce que je te dis, au niveau presque objectisation de nos enfants et du corps de nos enfants ? Comment vous voulez rentrer dans ce tabou et exploser ce principe de l'ancien temps ? Je pense qu'il y a aussi quand même une grosse prise de conscience générale depuis quelques années justement sur la position de l'enfant dans la famille et le fait que finalement il est un petit adulte, tout simplement. L'idée c'est de pouvoir se dire je ne peux pas imposer à mon enfant des choses que je ne voudrais pas qu'on me fasse. La première chose qui vient tout simplement, il y a tout ce débat autour de est-ce que l'enfant doit faire un bisou, est-ce que l'enfant doit faire un câlin quand il dit bonjour. Il faut respecter les envies de l'enfant et respecter son consentement parce que ça peut paraître tout bête de se dire « Oh, mais c'est qu'un bisou pour dire bonjour ». Mais en fait, en obligeant un enfant à faire un bisou pour dire bonjour alors qu'il a dit non, on lui apprend que quand il dit non, on s'en fiche. Pour parler de façon simple, on lui apprend que même quand il dit non, de toute façon, c'est nous qui décidons et que s'il n'a pas envie de faire un bisou, mais que moi j'ai décidé que par politesse, il allait devoir faire un bisou, il le fera. Donc si demain quelqu'un vient l'obliger à faire quelque chose alors qu'il l'a dit non, lui il aura ancré dans sa tête, de toute façon c'est pas moi qui décide. Donc c'est important de respecter les positions et le choix de l'enfant dans tout ce qui est limite corporelle en tout cas. C'est très important de faire cette distinction pour que l'enfant il ait bien cette notion de je peux dire non. Quand il s'agit de mon corps, j'ai le droit de dire non. Si on peut dire bonjour tout simplement en disant bonjour. Voilà. Et je pense qu'on a tous aussi des souvenirs dans notre enfance
de l'oncle ou la tante qu'on voyait une fois par an, qu'il fallait aller embrasser, faire des câlins et qu'on n'avait pas du tout envie de le faire. C'est l'image qui parle à tout le monde. C'est pareil pour nos enfants et c'est très important. Ça paraît toujours sur le moment anecdotique, mais quand on le remet dans le schéma de pensée global de l'enfant, c'est très important de respecter ses limites corporelles et de ne pas l'obliger à se toucher finalement dont il n'a pas envie. Et comme tu dis, on le prépare pour sa vie relationnelle future. C'est aussi des clés dont il aura besoin ou dont elle aura besoin quand elle ou il aura des relations amicales, professionnelles, sociales, d'oser dire non, de poser des limites, de refuser certaines pratiques ou pas. On est en train d'éduquer finalement sur le long terme à la relation, à la sexualité, mais bien d'autres choses qui sont « mais je peux te dire non ». Vraiment, dire non, c'est une phrase en entier, dire non. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est vrai qu'à la base, ce jeu, on l'a fait dans un but vraiment de prévention des violences sexuelles, mais on se rend compte qu'il a une portée beaucoup plus importante puisqu'effectivement, il prépare finalement à des relations saines, tout simplement. Il prépare les petits garçons et les petites filles à comprendre ce que sont les limites, à comprendre qu'il faut demander quand on veut faire quelque chose. Et forcément, un enfant qui a été éduqué de cette façon, en comprenant que son corps, il lui appartient, que le corps des autres ne lui appartient pas, il va avoir des relations saines avec les personnes de son entourage. Ça prépare finalement l'adulte de demain qui sera à avoir des relations de couple, des relations saines et basées sur le respect, en fait, de chacun. Donc oui, on s'est rendu compte aussi progressivement qu'il y avait toute une portée bien plus grande que celle pour laquelle on a construit ce jeu au départ. Je me souviens d'un des tout premiers épisodes que j'avais fait sur le podcast en 2021 qui parlait du corps et du plaisir, parce que j'avais remarqué que les petites sections dans ma classe, on était en zone prioritaire, n'avaient pas le droit d'avoir du plaisir avec leur corps. Et danser, c'était avoir du plaisir. Et ça m'avait vraiment interpellée en tant que jeune enseignante et je m'étais dit, il y a quelque chose là-dessus qu'il va falloir que je creuse. Et bon, depuis, on a largement creusé et dans les médias et dans le réseau de parentalité, parce que finalement, si l'enfant n'a pas de plaisir par son corps, il perd toute une partie de la vie. On a quand même besoin d'avoir du plaisir avec notre corps, que ce soit par la danse, par des câlins, par plein d'autres choses. C'est aussi un carburant d'amour et de plaisir, un des 5 langages de l'amour, justement. Quels sont vos projets maintenant ? Vous avez déjà beaucoup de produits et d'offres qui sont sensationnels. Vers quoi vous allez vous tourner si ce n'est pas top secret ? Sur quoi vous travaillez en ce moment ? Non, c'est pas secret du tout. Ce qu'on a envie, voilà, c'est de développer cette gamme de jeux parce qu'on pense qu'il y a énormément de sujets importants qui touchent nos enfants et qui peuvent être discutés simplement par le jeu. Là, actuellement, on travaille sur un nouveau jeu, un nouveau fléau, malheureusement, qui nous inquiète en tant que parents, c'est le harcèlement scolaire. Puisqu'encore une fois, malheureusement, c'est un sujet gravissime qui touche nos enfants. Et encore une fois, il y a de la prévention à faire au niveau des enfants en leur apportant des clés par le jeu. Les parents sont en recherche aussi de ce genre d'outils parce que je pense que comme tout parent a peur que son enfant subisse du harcèlement scolaire. Donc voilà, c'est notre projet 2025, ce jeu qui devrait voir le jour avant la prochaine rentrée scolaire normalement. Bon, félicitations et grand courage pour organiser toutes ces notions qui là du coup touchent aussi à la façon de s'affirmer par la parole. Quels sont les mots, Exactement. quelle est ma posture, comment est-ce que je vais ni être victime, ni témoin, ni moi-même harceleur, puisque les parents ont aussi peur que leurs enfants deviennent le mauvais sommet du triangle, pas que la victime d'ailleurs. Exactement. Et c'est exactement par ce bout-là, en fait, qu'on va prendre ce jeu, c'est permettre à l'enfant d'avoir plus confiance en soi, de s'affirmer, parce qu'on sait que finalement, le carburant du harcèlement scolaire, c'est la position de victime de l'enfant. Si l'enfant n'a plus cette position de victime, le harcèlement stoppe, puisque finalement, le harceleur, ce qu'il recherche quand il harcèle l'enfant, c'est cette position de faiblesse, cette victimisation, le fait que l'enfant ne réponde pas et se retranche sur lui. Et là, avec ce jeu, ce qu'on essaye de faire en sorte, c'est que l'enfant reprenne confiance en lui, se positionne et puisse s'affirmer finalement pour ne pas subir ce harcèlement. Ouais, ça complète assez bien le thème du consentement puisque les deux vont se répondre sur avoir du pouvoir sur ma vie et aussi dire aux autres qu'ils n'ont pas de pouvoir sur ma vie. Donc vous renforcez Exactement. Les deux côtés de la balance sur je peux exprimer qui je suis, mais je peux aussi dire non quand ça dépasse les limites par l'extérieur.
Donc, on refera un épisode quand le jeu sera sorti. Avec plaisir. On aura le tome 3. En tout cas, c'était un plaisir, Manon, d'évoquer tous vos sujets qui sont passionnants. Moi, en tant que maîtresse, j'espère que beaucoup d'enseignants là qui nous écoutent vont se renseigner sur ces jeux, notamment le loto du consentement, mais peut-être d'autres, et les conseiller aux familles que vous accompagnez, que vous soyez pro ou enseignant, parce que certaines familles sont, comme tu l'as dit, démunies par ce qui peut être proposé quand on devient à nouveau parent ou quand on se recompose. Recomposition, c'est un vrai sujet aussi. Comment est-ce qu'on peut vous suivre? Comment est-ce qu'on peut vous aider? On est essentiellement présent sur Instagram, sous le nom Ma Petite Fratrie. Pour nous aider, tout simplement, l'idée c'est de parler de notre jeu au plus grand nombre, de partager nos vidéos sur les réseaux sociaux auprès des enseignants. Nous, on a beaucoup d'enseignants qui se sont équipés pour leur classe. Pour nous, l'objectif, ça serait que ce jeu soit disponible partout où il y a des enfants, pour que les enfants puissent y avoir accès. On est très contente parce qu'on a beaucoup d'associations de protection de l'enfance qui se sont équipées. On a des psychologues, on a des médecins, on a des enseignants. C'est rassurant de voir que un petit peu finalement tous les panels de la société s'inquiètent de ce sujet-là et le prennent en charge finalement. Donc c'est important d'en parler. Voilà, si vous voulez nous aider, le plus important c'est d'en parler et de communiquer autour. J'ai envie, pour finir, si ça a réveillé certaines choses chez les gens qui nous écoutent, que ce soit eux personnellement ou dans leur famille, dans leur lignée ou avec leurs enfants autour d'une discussion qui a dérapé. Tu parlais tout à l'heure de certains axes. Comment on peut se faire aider quand on se rend compte qu'on a peut-être été victime ou que l'un de nos proches a été victime? Vers qui on redirige en premier? Si on pense qu'un enfant a été victime de violences sexuelles, si ce n'est pas notre propre enfant, il faut appeler le 119 et faire un signalement. Si c'est notre propre enfant, il faut aller déposer plainte au commissariat le plus proche, sans son enfant dans un premier temps. C'est important de le préciser. Il ne faut pas emmener son enfant avec soi quand on va déposer plainte pour éviter en fait de faire répéter sans arrêt la même histoire à l'enfant. Voilà. Donc on y va d'abord déposer plainte sans lui et ensuite on reviendra avec lui quand c'est nécessaire. Si on a été soi-même victime, que ça fait remonter des choses à la surface, il y a plein d'associations aujourd'hui. J'aurais pas de nom là précisément à donner, mais en tapant sur les réseaux, sur Google, il y a plein d'associations maintenant de victimes de violences qui se sont montées. Il y a beaucoup de groupes de parole. C'est important d'aller discuter et de pas rester avec ses souvenirs pour soi tout seul. C'est important d'en discuter et de pouvoir se reconstruire, si on peut se reconstruire après tout ça. Mais il y a de plus en plus d'initiatives qui sont mises en place et ça aussi, c'est vraiment très bien puisque finalement, nous, on disait, on est la génération où on ne nous parlait pas de ça. Donc, on est la génération où, si on a vécu des violences comme ça pendant l'enfance, on n'en a jamais parlé ou très peu. Donc, c'est important de pouvoir l'exprimer aujourd'hui pour faire face à tout ça. J'imagine que vous avez eu quelques témoignages en ce sens de gens qui ont osé rompre le tabou, le silence et qui se sont lancés dans une procédure peut-être? Pas directement, c'est ce qu'on constate de façon générale, de toute façon sur les réseaux sociaux, dans les médias, c'est que les gens aujourd'hui ont envie de parler, ont envie de raconter ce qui leur est arrivé puisque c'est pas normal. Et ça permet aussi de faire prendre conscience pour la génération d'aujourd'hui, puisque si ça nous est arrivé à notre génération, ça arrivera à nos enfants. Malheureusement, il y a des prédateurs partout et on en croise tous les jours. C'est malheureux, mais quand on disait 3 enfants par classe, la réalité concrète de cette phrase, ça veut dire que nous tous, en tant que parents, quand on amène nos enfants à l'école, on croise des enfants qui sont victimes sans le savoir. Donc c'est important de libérer la parole, de montrer que la génération d'avant en a souffert et qu'il ne faut pas que ça se reproduise pour nos enfants. Il faut qu'on puisse agir là-dessus, puisque c'est plus un tabou. La parole quand même, c'est vraiment libéré sur ces sujets-là. Donc maintenant que la parole s'est libérée, il faut qu'il y ait des vraies actions derrière pour protéger les enfants. Oui, je salue pour ceux qui ne connaissent pas l'association de la boîte aux papillons, qui libère aussi la parole. Et l'ambassadeur Arnaud Gallet qui monte au Sénat pour essayer de faire porter aussi cette voix. Et puis tous les procès récents, malheureusement, où on essaye de faire ça non pas à huis clos en étouffant bien la honte, mais en essayant que la honte change de camp et que ce soit, comme tu dis, les prédateurs qui soient inquiétés et les agresseurs qui soient inquiétés plutôt que les victimes qui soient stigmatisées chaque jour. Malheureusement, l'actualité ne nous donne pas vraiment beaucoup d'espoir sur le fait qu'il n'y aura plus de prédateurs. D'autant que les suivis psychiatriques sont parfois aléatoires et un petit peu relâchés dans la nature, ces gens un peu dangereux. Est-ce que tu voudrais rajouter un dernier conseil pour les parents qui nous écoutent, quelle que soit l'étape qu'ils sont en train de vivre? On est tous parents avec nos failles, avec nos forces.
Et surtout, c'est de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide, tout simplement quand on est face à une situation avec son enfant où on ne sait pas trop comment réagir, quoi faire. En parler. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de la chance, on est quand même dans l'ère de la digitalisation, de l'accès à l'information très facilement et on a tous les réseaux, tout est à notre disposition. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'associations, contacter des personnes. Il y a toujours une solution à trouver quelque part. Et c'est important parce qu'en tant que parent, des fois, on a un peu l'impression d'être seul parce que malheureusement aussi, tout le revers de ces réseaux sociaux et tout ça, c'est la sensation qu'on n'est jamais suffisant pour nos enfants. Donc voilà, c'est important de dire qu'on a tous nos défauts, on fait du mieux qu'on peut et quand on ne sait pas, l'idée c'est d'aller trouver des ressources et des solutions adaptées parce qu'aujourd'hui il en existe quand même beaucoup. Oui, que ce soit vos supports que vous avez créés, que ce soit des accompagnements médicaux, des accompagnements Tout de à fait. groupe, de libérer la parole. Moi, je suis absolument fervente aussi de décharger, de déposer tout ce qui macère, tout ce qui mijote dans nos braises de cheminée des émotions. Et parce que ça ne s'efface pas. Si on ne travaille pas dessus, ça remonte. Et puis, j'imagine que vous avez aussi envie de préserver les générations futures de choses qui ne sont pas complètement deuillées, approfondies, et tout l'ensemble des choses qui se transmettent de génération en génération et qu'on voudrait peut-être solder à un moment et casser la chaîne. Exactement. Bon, en tout cas, moi, je suis ravie qu'on ait pu avoir cet échange. On fait un petit coucou à Sophie qui était déjà en vacances scolaires et sur un petit conflit d'agenda. Elle sera peut-être là pour le prochain épisode sur vos produits. Je te laisse le mot de la fin et je te remercie encore une fois pour notre interview. Merci beaucoup, c'était un plaisir pour moi d'échanger comme ça sur nos projets et si ça peut aider des parents en tout cas qui cherchent des solutions, c'est vraiment dans cette optique-là que ma petite fratrie œuvre tous les jours. Vous retrouverez tous les liens en légende de l'épisode avec le site, bien sûr, vous pourrez aller chercher les produits, toutes les petites configurations selon votre famille et votre situation. Et puis je mettrai quelques liens aussi dans la bio sur les épisodes qui concernent déjà le corps, le consentement, l'éducation à la sexualité. Manon, merci beaucoup pour ton temps et je te dis bonne continuation avec Sophie et ma petite fratrie et au plaisir de se revoir. À bientôt. À bientôt. Vous pouvez vous abonner au podcast et envoyer un petit message aussi sur Apple Podcast pour voir en quoi ces épisodes vous aident, en quoi ce podcast vous aide. Moi, j'ai envie de vous accompagner sur tous ces thèmes-là. Choisissez vraiment l'offre qui vous convient pour retrouver un peu de sérénité pour vous, pour votre cheminée à vous et puis pour la vie de famille avec votre partenaire de vie, avec vos enfants. Je vous souhaite beaucoup de douceur et de paix autour de vos flammes agréables et je vous souhaite une très très bonne semaine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.